L'histoire que vous allez écouter est une magnifique histoire de vengeance et de romance. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si l'histoire vous plaît et commentez pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Merci de nous écouter. Félicitations à Théo, ai-je dit, forçant les mots à travers un sourire qui ressemblait à du verre brisé. Je m'appelle Antoine, j'ai 44 ans et je venais de voir 5 ans de ma vie être offerts à un gamin de 23 ans qui était chez Corbeau Noir Capital depuis exactement 3 mois. Théo a souri comme s'il avait accompli quelque chose par lui-même. La salle de réunion sentait le café froid et la déception. La climatisation bourdonnait de ce bruit constant que vous ne remarquez que lorsque vous essayez de ne pas crier. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi. Mes mains faisaient le mouvement mécanique pendant que mon esprit analysait chaque détail de ce moment. La sueur froide coulant le long de ma nuque, le goût amer dans ma bouche, le poids sur ma poitrine qui ressemblait à une enclume. Mon directeur, Gérard Perrin, se tenait au bout de la table, le torse bombé comme un coq. Sa cravate rouge brillait sous les néons. Et je me suis surpris à me demander comment quelqu'un pouvait paraître si fier d'une trahison aussi flagrante. Théo va faire de grandes choses en tant que notre nouveau directeur régional des opérations, a-t-il dit. Le même poste pour lequel j'étais formé depuis 2019. Le même poste qu'on m'avait promis quand le vieux Martin prendrait sa retraite. Le même poste pour lequel j'ai sacrifié des anniversaires, des Noëls et d'innombrables nuits de sommeil. J'ai gardé les mains croisées, le visage neutre. Mais quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, là où l'espoir avait l'habitude de vivre. C'était comme si quelqu'un avait éteint une bougie que je ne savais même pas encore allumer. Théo était le neveu de Gérard. Tout le monde le savait. Personne n'en parlait. C'était l'éléphant dans la pièce que tout le monde faisait semblant de ne pas voir, pendant qu'il piétinait nos rêves et nos attentes. Le gamin avait à peine eu le temps de sécher l'encre de son diplôme de gestion de HEC, et une confiance qui venait de n'avoir jamais eu à mériter quoi que ce soit. Ses chaussures étaient italiennes, sa montre suisse, et son sourire était de ceux que seuls ceux qui n'ont jamais connu de difficultés dans la vie peuvent avoir. Il a passé 3 mois à m'observer gérer des contrats de fournisseurs, piloter la logistique de la chaîne d'approvisionnement et résoudre des pannes d'équipement dans 4 départements. 3 mois à prendre des notes dans un petit carnet en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon déjeuner d'une semaine. Maintenant, il était mon chef. Antoine a été fondamental pour mettre Théo au courant de tout, a ajouté Gérard. Comme si cela améliorait les choses. Comme si 5 ans d'évaluation de performance parfaite et des semaines de travail de 60 heures n'était qu'une formation élaborée pour l'avenir de quelqu'un d'autre. J'ai senti le regard de pitié de mes collègues. Marine de la comptabilité a détourné les yeux quand nos regards se sont croisés. Robert des RH s'est agité mal à l'aise sur sa chaise. Même Paul, le stagiaire que j'avais aidé à être embauché l'année dernière, semblait embarrassé. J'ai hoché la tête. Je suis heureux d'aider, ai-je dit. Les mots sont sortis automatiquement, répétés par des années à avaler des couleuvres. La réunion s'est terminée. Les gens sont partis, offrant des poignées de main et des félicitations à Théo. Chaque salutation était comme une gifle. J'ai rassemblé mon bloc-notes et mon stylo, me déplaçant plus lentement que d'habitude. Mon esprit était vif et clair, comme lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit et comprenez soudainement quelque chose qui vous dérangeait depuis des mois. Gérard m'a attrapé le bras alors que j'arrivais à la porte. Sa main était moite et sa poigne plus forte que nécessaire. « Antoine, restez 1 minute. » Son ton était de ceux que les chefs utilisent quand ils veulent que vous soyez reconnaissant pour des miettes. Nous sommes restés seuls dans la salle de conférence. Le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Il a desserré sa cravate et a essayé de paraître compréhensif. La lumière de fin de journée entrait par la fenêtre, créant de longues ombres qui rendaient son visage encore plus faux. « Je sais que cela peut être une surprise, a-t-il dit. Une surprise, comme si je n'avais pas entendu les conversations dans les couloirs ces dernières semaines. Comme si je n'avais pas vu les déjeuners privés entre lui et Théo. Comme si j'étais un idiot. Mais Théo apporte de nouvelles perspectives, une nouvelle énergie. Bien sûr, ai-je dit. Ma voix est sortie plus sèche que je ne le voulais. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. 5 ans de ma vie jetés à la poubelle, et ce n'était rien de personnel. Je l'ai fixé pendant un long moment. Gérard avait 52 ans, un petit ventre et des cheveux clairsemés. Il les coiffait sur le côté pour cacher sa calvitie, utilisant tellement de gel que ça brillait sous la lumière. Il avait cette odeur caractéristique de quelqu'un qui met un parfum trop cher pour compenser autre chose. Il avait hérité du poste quand son beau-père avait pris sa retraite.
L'ironie ne m'a pas échappé. Le cycle du népotisme qui se répète pendant que des gens comme moi regardent depuis les tribunes. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Et pour la première fois en 5 ans, je comprenais vraiment. Il s'est détendu, ses épaules sont tombées, le sourire est revenu. Super, je savais que vous seriez professionnel. C'est pour ça que vous êtes un membre si précieux de l'équipe. Précieux. Pas assez précieux pour la promotion que je méritais, mais assez précieux pour former son neveu et sourire. Précieux comme un outil que l'on utilise jusqu'à ce qu'il casse puis qu'on jette. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assis. Le bureau bourdonnait de l'activité normale. Les téléphones sonnaient, les claviers cliquetaient, les gens résolvèrent des problèmes. L'odeur de café réchauffé se mêlait à l'air vicié de la climatisation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière avant de commencer à taper. Le curseur clignotait comme un cœur qui bat, attendant que je prenne une décision qui changerait tout. J'ai commencé chez Corbeau Noir Capital en mars 2019, juste après la finalisation de mon divorce. Je me souviens du premier jour comme si c'était hier. Je suis arrivé 1 demi-heure en avance, nerveux comme un adolescent à son premier emploi. Le bâtiment semblait imposant, tout en verre et en acier, promettant un avenir qui n'arriverait jamais. J'avais besoin d'un nouveau départ, et la logistique industrielle semblait être quelque chose de solide sur lequel je pouvais m'appuyer. Après avoir perdu mon mariage de 12 ans, j'avais besoin de quelque chose de prévisible, de routinier, de sûr. L'entreprise gérait la distribution d'équipements industriels dans toute la région parisienne. Un travail monotone qui payait bien et me laissait dormir la nuit. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Gérard m'a embauché lui-même. Il m'a serré la main, m'a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec mon expérience. Sa poignée de main était trop ferme, de celles qui veulent montrer leur domination dès le premier instant. J'avais passé 12 ans dans mon entreprise précédente avant que des coupes budgétaires n'éliminent mon poste. Je me souviens encore du jour où ils m'ont appelé aux RH. Vendredi 15h. L'heure classique des licenciements. À 44 ans, repartir de zéro n'était pas facile. Mais Gérard a fait passer ça pour une opportunité. Nous sommes en pleine croissance, a-t-il dit lors de mon entretien. Beaucoup de possibilités d'évolution pour les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Maintenant, je savais ce que cela signifiait. Les personnes avec le bon nom de famille, la bonne parenté. Je suis devenu la bonne personne. Je travaillais le week-end, quand les livraisons étaient en retard. L'odeur de carton mouillé dans les entrepôts, le bruit des chariots élévateurs, la fatigue qui s'accumulait dans les os. Je restais tard quand les clients avaient des urgences. Des pizzas froides dans le bureau vide, la lueur du moniteur comme seule lumière. Des appels au milieu de la nuit avec des fournisseurs de l'autre côté du pays. J'ai noué des relations avec des fournisseurs de Paris à Marseille. Des déjeuners d'affaires où je buvais de l'eau gazeuse, pendant qu'ils prenaient du whisky, des poignées de main qui scellaient des accords de plusieurs millions, des promesses tenues qui construisaient la confiance. Mes évaluations de performance étaient impeccables, exceptionnelles, extraordinaires, essentielles. Des mots qui apparaissaient chaque année sur le papier, mais qui ne se traduisaient jamais par une reconnaissance réelle. Gérard souriait toujours, ce sourire de vendeur de voitures d'occasion qui n'atteignait jamais les yeux. Il promettait toujours que de plus grandes choses allaient arriver. « Vous avez un profil de manager, Antoine, disait-il. Il faut juste être patient. La patience de l'idiot, c'est ce qu'il voulait dire. Patient. J'étais bon pour être patient. J'avais été patient dans mon mariage pendant qu'il s'effondrait. Patient avec les promesses non tenues et les nuits seules. Trop patient. Ma fille Sophie me rendait visite un week-end sur 2. L'accord de garde que j'avais accepté parce que je ne voulais pas qu'elle voie ses parents se disputer. Elle avait 16 ans maintenant, assez grande pour remarquer quand son père semblait fatigué, assez grande pour se rendre compte que l'appartement de 2 pièces où je vivais n'était pas ce qu'elle attendait pour son père. Parfois, elle me trouvait à la table de la cuisine le dimanche matin, l'ordinateur portable ouvert, en train de répondre à des emails de travail. La lumière du soleil entrant par la fenêtre, l'odeur de café frais et moi, là piégé devant un écran, qui n'arrêtait jamais d'exiger de l'attention. « Papa, c'est le week-end », disait-elle. Sa voix avait ce ton d'inquiétude qu'aucun père ne veut entendre de sa fille. « Je mets juste les choses à jour », je répondais. « Je construis quelque chose de bien ici. » Elle levait les yeux au ciel, mais elle comprenait, ou faisait semblant de comprendre pour ne pas me blesser davantage. Sa mère s'est remariée avec un avocat qui avait des horaires de travail normaux et entraînait l'équipe de foot de l'école. Raphaël, c'est son nom. Un type sympa, je dois l'admettre. Maison avec piscine.
voiture de l'année, voyage pendant les vacances. J'étais le père qui travaillait trop, mais qui envoyait l'argent de l'anniversaire à la bonne date et ne manquait jamais un spectacle de l'école. Le père qui s'asseyait au dernier rang parce qu'il arrivait en courant du travail, encore en costume, en sueur, mais présent. La première fissure est apparue il y a 6 mois, quand Gérard a mentionné que son neveu pourrait rejoindre l'entreprise. Nous étions dans l'ascenseur, en montant au 10e étage, l'odeur de son parfum cher remplissant le petit espace. Un garçon intelligent, a-t-il dit. Il vient d'être diplômé de HEC, gestion, major de sa promotion. J'ai hoché la tête sans trop y penser. Les entreprises embauchaient tout le temps des jeunes diplômés. Ils commençaient à des postes de débutants, apprenaient avec les vétérans. On les laissait apprendre le métier depuis le début. C'était le cycle naturel des choses. Mais Théo n'a pas commencé au début. Il a commencé dans le bureau à côté de celui de Gérard, avec le titre de spécialiste des opérations et un salaire que je ne pouvais qu'imaginer. J'ai entendu dans les couloirs que c'était plus que le mien. 5 ans d'expérience valant moins qu'un diplôme tout neuf. Gérard l'a présenté à tout le monde comme s'il était de la royauté. Théo va observer nos processus, a annoncé Gérard. Apprendre comment nous faisons les choses. Apporter des idées fraîches. Des idées fraîches. Comme si 5 ans d'optimisation de processus n'étaient pas assez frais. Théo observait en participant à mes appels avec les clients, en prenant des notes pendant que j'expliquais les négociations avec les fournisseurs, en posant des questions qui montraient qu'il ne comprenait pas les bases de ce que nous faisions. Pourquoi offrons-nous un délai de paiement si long? Comment savons-nous à quel fournisseur faire confiance? Que se passe-t-il si une livraison est en retard? Des questions de première année d'université. Mais il était appliqué, je dois l'admettre, et poli. Il disait oui, monsieur, et merci, comme si sa mère l'avait bien élevé. Elle l'avait probablement fait. Famille riche, éducation coûteuse, tout servi sur un plateau d'argent. Je l'ai formé parce que c'est ce que l'on fait. On aide le nouveau, on partage ses connaissances, on construit la prochaine génération, même quand le nom de famille du nouveau est Perrin, et que son oncle signe vos chèques, même quand on commence à soupçonner où tout cela mène. Même quand votre estomac se serre chaque fois qu'il pose une question basique à laquelle vous avez déjà répondu 3 fois. Le moment où j'ai su est arrivé il y a 3 semaines, lors d'une conversation que je n'aurais pas dû entendre. C'était un jeudi pluvieux, le genre de pluie qui rend Paris impraticable et tout le monde de mauvaise humeur. J'étais resté tard pour terminer les rapports trimestriels. Les chiffres ne correspondaient pas et je devais trouver l'erreur avant la présentation de vendredi. Le bureau était vide, à l'exception de l'équipe de nettoyage. Madame Dubois, la femme de ménage, m'a fait un signe de la tête en poussant son chariot dans le couloir. « Vous travaillez encore tard, monsieur Antoine ?» Elle m'appelait toujours monsieur. Je ne l'ai jamais corrigé. J'allais à la cafétéria prendre un café quand j'ai entendu des voix venant du bureau de Gérard. Sa porte était entr'ouverte et le couloir propageait le son mieux que les gens ne l'imaginaient. L'acoustique du bâtiment était terrible. On pouvait entendre des conversations à 3 bureaux de distance, si on y prêtait attention. Le conseil d'administration va poser des questions. Théo n'est là que depuis 2 mois. C'était Gérard qui parlait. J'ai reconnu le ton défensif qu'il utilisait quand il était sous pression. Une autre voix plus grave, plus âgée, probablement Jacques Moreau du siège. Son accent du Sud était reconnaissable. Tu avais dit qu'Antoine était prêt pour la promotion, des mois de mémo le disant. Antoine est solide, mais Théo est de la famille et il a le diplôme. Le conseil adore les diplômes, surtout ceux de HEC. Ça donne une image moderne à l'entreprise. Et l'expérience d'Antoine? 5 ans à construire des relations, à sauver des contrats, à éteindre des incendies. Gérard a ri. Ce n'était pas un rire méchant, mais ce n'était pas gentil non plus. C'était le rire de quelqu'un qui fait une affaire et sait qu'il a le dessus. Antoine est un bon employé, fiable, mais il n'a pas le profil d'un dirigeant. Trop opérationnel. Il ne pense pas de manière stratégique. Il continuera à faire ce qu'il fait, à gagner un bon salaire et tout s'arrangera. C'est le genre de personne qui se contente de la stabilité. Je suis resté immobile dans ce couloir pendant 30 secondes, les écoutant planifier mon avenir. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Mes mains tremblaient de colère. Théo obtiendrait le poste de Martin. Je le formerais, le soutiendrais et ferais semblant d'être reconnaissant pour l'opportunité. Le script était déjà écrit. Antoine ne créera pas de problème, a poursuivi Gérard. Il a une fille, une pension alimentaire, un appartement à crédit. Il a besoin de ce travail. Il baissera la tête et acceptera. C'est un père de famille, le genre qui ne prend pas de risques. C'est à ce moment-là que je me suis éloigné
silencieusement, pour qu'ils n'entendent pas mes pas. Chaque pas était calculé, évitant les lattes du plancher qui grinçaient. Je suis retourné à mon bureau, j'ai sauvegardé mon travail, j'ai éteint l'ordinateur calmement. J'ai pris ma mallette, mon parapluie, et je suis sorti du bâtiment. La pluie tombait fort, trempant mon costume en quelques secondes. Je m'en fichais. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence complet. Pas de radio allumée, juste le bruit des essuie-glaces et le martèlement de la pluie sur le toit de la voiture. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, à écouter la pluie contre la fenêtre. Je n'arrêtais pas de penser aux mots de Gérard. Il baissera la tête, comme si j'étais un cheval en train d'être dompté. Comme si 5 ans de loyauté et de travail acharné m'avaient donné le droit d'être reconnaissant pour des miettes. Comme si je n'étais rien d'autre qu'un engrenage jetable dans la machine. J'ai pensé à Sophie, à sa fierté quand je lui avais parlé de la promotion possible. Nous dînions une pizza, notre tradition du jeudi. Mon père va être directeur, avait-elle raconté à ses amis sur le groupe WhatsApp. Elle m'avait montré les messages, les félicitations, les émojis d'applaudissements. Maintenant, je devrais expliquer pourquoi cela n'allait pas arriver. Je devrais voir la déception dans ses yeux. Encore une fois. J'ai pensé à mon ex-femme, Caroline, à la façon dont elle disait toujours que j'étais trop passif. « Tu laisses les gens te marcher dessus, Antoine », m'avait-elle dit lors d'une de nos dernières disputes. La vaisselle volait, les mots coupaient plus que les éclats. « Défends-toi au moins une fois. Batte-toi pour quelque chose. Pour nous. » Mais je ne me suis jamais battu. J'ai toujours cru qu'être professionnel, être correct, être patient serait récompensé. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était pour ça qu'elle était avec Raphaël maintenant et que j'étais seul dans un appartement à écouter la pluie. Le lendemain matin, je suis venu travailler avec un état d'esprit différent. C'était comme si j'avais enlevé des lunettes embuées que je ne savais même pas que je portais. J'ai observé Théo avec plus d'attention. J'ai vu comment il arrivait toujours après 9 heures, alors que j'étais là depuis 7 heures. Comment il partait pour des déjeuners de 2 heures avec son oncle. Pendant que je mangeais un sandwich à mon bureau, j'ai remarqué comment Gérard l'incluait dans les réunions de direction, le présentant à des clients importants, tout en me gardant concentré sur les opérations quotidiennes. Le travail de terrain, c'est comme ça qu'il le voyait. J'ai vu comment d'autres managers ont commencé à consulter Théo sur des décisions qui auraient dû être les miennes, ou passer la commande pour les fournitures d'urgence. Demandez à Théo, quel fournisseur choisir pour le nouveau contrat? Théo est en train d'analyser. 3 semaines plus tard, assis dans cette salle de conférence, regardant Théo accepter les félicitations pour un travail qu'il n'avait pas mérité, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu d'épiphanie soudaine. C'était comme le moment où vous réalisez qu'une relation est terminée, qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce n'était pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté, cristalline, tranchante, libératrice. Gérard pensait que j'avais besoin de ce travail. Il pensait que je baisserais la tête, parce que j'avais des factures à payer et une fille à soutenir. Il pensait que la peur me garderait prisonnier. Il se trompait sur beaucoup de choses, mais surtout sur qui j'étais, ou peut-être sur qui j'étais en train de devenir à ce moment précis. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper ma lettre de démission. Mes mains étaient fermes, mon esprit était clair. Les mots coulaient comme s'ils attendaient depuis des années pour sortir. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je savais exactement ce que j'allais faire. Ce n'était pas un acte de désespoir, c'était un acte de dignité. J'ai envoyé ma lettre de démission à 16h30 précise le vendredi. L'heure n'était pas une coïncidence. C'était la même heure à laquelle on m'avait licencié de mon entreprise précédente. Un petit symbolisme personnel. Gérard venait de rentrer d'une visite de l'entrepôt avec Théo, lui montrant son domaine. Je pouvais les entendre dans le couloir, Gérard expliquant des choses qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même, Théo feignant l'intérêt. J'ai frappé à sa porte 3 fois. Fermement, résolument. Je lui ai tendu l'enveloppe et j'ai dit « Voici mon préavis de 2 semaines ». L'enveloppe était une de ces enveloppes blanches simples, achetées dans n'importe quelle papeterie. Rien de spécial, sauf ce qu'elle contenait. Le visage de Gérard passa par plusieurs expressions en quelques secondes. Confusion, incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. C'était fascinant de voir la compréhension poindre dans ses yeux. Il a déchiré l'enveloppe à la hâte, manquant de déchirer la lettre avec. Ses yeux se déplaçaient d'un côté à l'autre de la page, lisant et relisant comme si les mots allaient changer. « C'est une blague ?» a-t-il dit. Sa voix est sortie plus aiguë que la normale.
Non, monsieur. C'est professionnel, formel et définitif. Vous ne pouvez pas être sérieux. Tout le sang avait quitté son visage. Vous partez parce que Théo a eu la promotion. Ce n'était pas une question. Je suis resté silencieux, le laissant combler le vide. C'était une technique que j'avais apprise avec les clients difficiles. Les gens détestent le silence. Ils finissent toujours par en dire plus qu'ils ne le devraient. Gérard se leva faisant les 100 pas derrière son bureau. Le fauteuil pivotant continua de tourner tout seul pendant quelques secondes. Antoine, soyons raisonnables. Vous êtes contrarié. Je comprends. N'importe qui le serait. Mais abandonner 5 ans de carrière, ce n'est pas intelligent. C'est émotionnel, irrationnel. J'ai déjà pris ma décision, monsieur. Ma voix était calme, professionnelle. Des années de pratique pour garder mon sang-froid dans des situations difficiles. Et votre fille? Vos responsabilités, les factures, l'appartement, la pension, la voilà. La carte qu'il pensait toujours pouvoir jouer. L'avantage qu'il croyait avoir. La chaîne qui me tenait prisonnier. La raison pour laquelle je baisserais la tête et me tairais. Comme un bon employé. Comme un bon père responsable. Comme un homme vaincu. Je trouverai une solution, ai-je dit. J'en trouve toujours. Le ton de Gérard a changé. Les tentatives de conciliation étaient terminées. Il est devenu plus dur, menaçant. Le masque du patron compréhensif est tombé complètement. Vous réalisez ce que ça implique, n'est-ce pas? 44 ans, partir sur un coup de tête. Démissionner parce qu'on n'a pas été promu. C'est anti-professionnel, enfantin, immature. Aucune entreprise sérieuse ne voudra de quelqu'un comme ça. J'ai hoché la tête. Je comprends pourquoi vous penseriez ça. C'est votre droit d'avoir cette opinion. Je ne vous donnerai pas de bonnes références. Il a croisé les bras, s'appuyant sur le bureau. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? 5 ans jetés par la fenêtre. Partir comme ça, nous laisser en plan, au milieu de contrats importants. Aucune entreprise ne voudra de quelqu'un qui fait un caprice quand les choses ne se passent pas comme il le veut. Vous êtes en train de brûler les ponts, Antoine. Des ponts que vous avez mis des années à construire. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Mais je n'ai pas reculé. 5 ans de performance parfaite, et maintenant je faisais un caprice. 5 ans à rester tard et à travailler le week-end, et maintenant j'étais anti-professionnel. Le récit était déjà en train d'être réécrit. Le choix vous appartient, ai-je dit. Mon parcours parle de lui-même. Gérard s'est rassis, a essayé une approche différente. Le ton a changé pour quelque chose de presque paternel. Écoutez, Antoine, je vous apprécie. Je vous ai toujours apprécié. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Excellent, en fait. Mais Théo apporte quelque chose de différent. La jeunesse, des idées nouvelles, une vision stratégique, des relations. Son nom ouvre des portes. Vision, ai-je répété, savourant le mot. Théo sait à peine faire la différence entre un fournisseur et un distributeur. La direction veut de l'innovation, une pensée disruptive. Théo représente l'avenir de cette entreprise. Nous avons besoin de sang neuf, d'une nouvelle énergie. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Et moi, que représentais-je? Je connaissais déjà la réponse, mais je voulais l'entendre de sa bouche. Gérard a fait une pause, choisissant ses mots. L'expérience, la stabilité, la connaissance opérationnelle, c'est précieux aussi à sa manière. Mais ce n'est pas un profil de leader, pas dans le monde d'aujourd'hui, à sa manière. Comme un compliment de consolation, assez précieux pour que les choses tournent, mais pas assez précieux pour diriger, assez précieux pour former son remplaçant, mais pas assez précieux pour être promu. J'avais compris le calcul, il avait toujours été clair. Je vous remercie pour la clarification, monsieur. Maintenant, tout est très clair. Ne faites pas ça, Antoine. Sa voix était presque suppliante maintenant. Prenez le week-end, réfléchissez-y. Allez à la pêche, buvez une bière, évacuez votre colère. Revenez lundi, et nous ferons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Nous pouvons même discuter d'une augmentation, pas un autre poste, mais nous pouvons améliorer votre salaire. 15%, 20% peut-être. Une augmentation. Après m'avoir refusé la promotion promise, il offrait de l'argent comme si ça pouvait tout réparer. Comme si la dignité avait un prix. J'ai regardé Gérard pendant un long moment. J'ai étudié son visage. Les rides d'inquiétude, la sueur sur son front, le désespoir à peine dissimulé. Il croyait vraiment que je reculerais. Il croyait que menacer mes références et remettre en question mon professionnalisme me ferait céder. Il croyait qu'un week-end suffirait pour que j'avale ma fierté et que je revienne la tête basse. Je ferai mes 2 semaines, ai-je dit. Je formerai Théo à tout ce qu'il a besoin de savoir. Je documenterai tous les processus. J'assurerai une transition en douceur. Le visage de Gérard s'est assombri. Le rouge lui est monté au cou.
Vous allez le former. Vous pensez que Théo a besoin d'être formé par quelqu'un qui abandonne quand les choses ne vont pas dans son sens, par quelqu'un qui n'a pas de vision d'avenir. Il devra comprendre les contrats des fournisseurs. 532 contrats actifs, la logistique de la chaîne d'approvisionnement, 4 centres de distribution, les protocoles d'urgence, 17 procédures différentes. J'ai gardé ma voix calme, factuelle, à moins que vous ne prévoyiez de découvrir tout ça par vous-même, monsieur. Ça l'a touché. J'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé. Gérard savait qu'il ne comprenait pas l'aspect technique des opérations. Théo non plus. Ils avaient besoin de moi, au moins pour 2 semaines de plus. La connaissance que j'avais mis 5 ans à accumuler ne se trouvait dans aucun manuel. Elle était dans ma tête, dans mes notes personnelles, dans les relations que j'avais bâties. « Très bien », dit Gérard, la voix tendue. 2 semaines. Mais n'attendez aucune faveur, pas de pot de départ. N'attendez pas que je vous aide à trouver un autre emploi. Vous brûlez les ponts ici, Antoine. Des ponts importants. Vous allez le regretter. J'ai hoché la tête et je me suis tourné pour partir. Ma main était déjà sur la poignée de porte quand il m'a appelé. Antoine. Sa voix avait quelque chose de différent maintenant, presque vulnérable. Vous faites une erreur, une grosse erreur. À 44 ans, ce n'est pas facile de repartir de zéro. Le marché est difficile. Personne n'embauche des gens de notre âge pour des postes de direction. Vous finirez dans quelque chose de pire, en gagnant moins, en regrettant. Je me suis arrêté à la porte. Il avait raison sur une chose. Ce ne serait pas facile. Mais rester ne l'était pas non plus. Peut-être, mais l'erreur est mienne, monsieur. Et c'est mon droit de la commettre. Je suis retourné à mon bureau, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. C'était comme si j'avais enlevé un lourd sac à dos que je ne savais même pas que je portais. Le bureau était presque vide. Les gens rentraient chez eux pour le week-end. TGF, comme on dit. Thank God it's Friday. La lumière de fin de journée peignait tout en doré. Théo était encore à son bureau, étudiant des organigrammes comme s'ils contenaient les secrets de l'univers. Son jeune visage concentré, le front plissé. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à documenter tout ce que Théo aurait besoin de savoir. Pas pour Gérard, mais parce qu'il y avait des gens qui dépendaient du bon fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement. Des hôpitaux qui attendaient des équipements médicaux, des usines qui avaient besoin de pièces de rechange, des petites entreprises qui comptaient sur des livraisons ponctuelles. Les coordonnées des fournisseurs, pas seulement les numéros officiels, mais les portables personnels pour les urgences. Les procédures d'urgence, que faire quand un camion se renverse, quand une grève bloque un port, quand un fournisseur fait défaut. Des guides de dépannage, des années d'expérience condensées en organigramme et en checklist. Pas parce que Gérard l'avait demandé, mais parce que les gens qui dépendaient de nos chaînes d'approvisionnement méritaient mieux que le chaos qui allait suivre. Mon portable a vibré. Le son a percé le silence du bureau vide. Un texto de ma fille. « Papa, on peut dîner demain? Je veux savoir comment s'est passée ta semaine. Pizza à l'endroit habituel ?» J'ai souri pour la première fois de la journée. Un vrai sourire, pas celui forcé de la réunion. J'ai répondu « Bien sûr, ma chérie. J'ai des nouvelles à te raconter. Et cette fois, choisis la pizza, celle que tu veux. De bonnes nouvelles. Pour la première fois depuis longtemps. Des nouvelles sur le fait de m'être défendu, d'avoir choisi la dignité plutôt que la stabilité, de m'être éloigné des gens qui ne valorisaient pas ce que j'avais à offrir. Des nouvelles qu'elle ne comprendrait peut-être pas complètement maintenant, mais qui un jour lui serviraient d'exemple. Gérard pensait me punir. Il pensait que menacer mes références me rendrait reconnaissant de la chance de rester. Il pensait que la peur de l'instabilité me garderait prisonnier. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de mettre en mouvement. Il ne savait pas que la libération se déguise parfois en perte. J'ai travaillé jusqu'à 20h ce vendredi-là, documentant les processus, créant des manuels qui n'existaient pas. Le bureau était maintenant complètement vide, juste moi et le personnel de nettoyage. Madame Dubois est passée près de moi avec son chariot. Toujours là, monsieur Antoine. Je rentre bientôt, Madame Dubois. Je termine juste quelques petites choses importantes. Elle a souri et a continué son travail. Elle avait probablement vu des centaines de personnes comme moi au fil des ans, travaillant tard, sacrifiant leur vie pour le travail, attendant une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Le samedi matin a apporté de la clarté. Je me suis réveillé sans le réveil pour la première fois depuis des années. Le soleil entrait par la fenêtre et je suis resté là, allongé, sans précipitation, sans emails urgents attendant une réponse. J'ai fait du café dans la cafetière italienne,
que Caroline avait laissé derrière elle, l'arôme remplissant le petit appartement. Je me suis assis sur le balcon, observant la ville se réveiller. Paris ne dort jamais complètement, mais le samedi, elle bâille un peu plus. Sophie est arrivée à midi, comme convenu. Elle m'a serré dans ses bras plus fort que d'habitude, comme si elle pressentait quelque chose. Elle avait ce sixième sens pour les émotions de son père. « Comment s'est passée ta semaine, papa ?» a-t-elle demandé alors que nous nous asseyions à la pizzeria. L'endroit était plein, des familles profitant du samedi. L'odeur de la pâte cuite et de la sauce tomate créant une atmosphère chaleureuse. « Intéressante, ai-je dit. Très intéressante. J'ai des nouvelles. » Elle a penché la tête, curieuse. « Cette promotion est enfin arrivée ?» J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur familière de la pizzeria, le bruit des conversations environnantes, l'attente sur le visage de ma fille. Pas exactement. La promotion est allée à quelqu'un d'autre, au neveu de mon patron, un jeune homme de 23 ans qui est dans l'entreprise depuis 3 mois. Son visage est passé de l'attente à l'indignation en quelques secondes. Ce n'est pas juste. Tu travailles si dur, tous ces week-ends, toutes ces nuits. La vie est rarement juste, Sophie. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Elle a attendu, les yeux brillants encore de colère pour moi. J'ai appris que parfois, la meilleure réponse à l'injustice n'est pas d'accepter et d'espérer que ça s'améliore. C'est de partir et de construire quelque chose de mieux. J'ai démissionné. Le silence a duré quelques secondes. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, traitant l'information. Tu as démissionné? Genre, tu as quitté ton travail? Volontairement. Exactement. Mes 2 dernières semaines commencent lundi. Mais papa, et les factures, et l'appartement, et elle a fait une pause, ne voulant pas dire la pension alimentaire. Je trouverai une solution. J'en ai toujours trouvé. Et tu sais quoi? Je pense que je m'en sortirai mieux sans eux. Elle m'a étudié un long moment. Puis elle a souri. Un sourire fier. C'est bien, papa. Vraiment, tu as l'air différent. Plus léger. Comment ça? Je ne sais pas. Ces dernières années, tu avais toujours l'air fatigué, vaincu. Aujourd'hui, tu as l'air vivant. La pizza est arrivée. 4 fromages. Sa préférée depuis l'enfance. Nous avons mangé en parlant de l'école, des amis, des projets pour les vacances. Pas de travail, pas de responsabilité. Juste un père et sa fille profitant d'un samedi. Quand je l'ai déposée chez sa mère, Caroline était à la porte. Elle m'a fait un signe de tête poli, comme toujours. Raphaël est apparu derrière elle, a fait un signe aussi. Des gens bien tous les deux. Sophie méritait d'avoir de la stabilité, même si ce n'était pas avec moi. « Tout va bien, Antoine ?» a demandé Caroline. Quelque chose sur mon visage devait être différent. Mieux que bien. Des changements à l'horizon. De bons changements. Elle a hoché la tête, sans insister. Après 12 ans de mariage, elle connaissait mes signaux. Sophie m'a serré dans ses bras avant d'entrer. « Je suis fière de toi, papa, de t'être défendu. » Ces mots sont restés avec moi tout le chemin du retour. Le dimanche a été une journée de planification. J'ai ouvert l'ordinateur portable, mais cette fois pas pour travailler pour Corbeau Noir, pour travailler pour moi. J'ai mis à jour mon CV, en soulignant des réalisations que j'avais minimisées par humilité. Réduction des coûts opérationnels de 30%, augmentation de l'efficacité des livraisons de 45%, construction d'un réseau de plus de 200 fournisseurs fiables. Des chiffres qui parlaient d'eux-mêmes. J'ai fait une liste de contacts dans l'industrie. Des gens que j'avais rencontrés au fil des ans, qui respectaient mon travail indépendamment des titres. Jean de Métallurgie Unie, Sandra de Logistique Intégrée, Charles de Réseaux Industriels. Des gens qui connaissaient ma vraie valeur. J'ai fait des recherches sur les entreprises, les salaires du marché, les tendances de l'industrie. J'ai découvert que je gagnais 20%, en dessous de la moyenne du marché pour mon expérience. Gérard m'avait gardé prisonnier avec des promesses tout en économisant sur mon salaire. Lundi a apporté des révélations immédiates. Je suis arrivé tôt, comme d'habitude. 7 heures du matin. Le parking encore vide. Le gardien de nuit m'a salué. « Monsieur Antoine, toujours le premier, hein ?»« Pas toujours, Benoît. Mais aujourd'hui, j'avais des raisons d'arriver tôt. » J'ai trouvé Théo déjà à son bureau, l'air débordé. Les lunettes de travers, la cravate desserrée, 3 tasses de café vides sur la table. Il avait des feuilles de calcul ouvertes sur 3 moniteurs et notait frénétiquement des informations d'email de fournisseurs. Des papiers partout, des post-it colorés créant un arc-en-ciel de désespoir. « Bonjour Théo », ai-je dit en gardant un ton neutre. « Comment se passe la transition ?» Il a levé les yeux, avec un mélange de soulagement et de désespoir sur son jeune visage. « Antoine, Dieu merci, vous êtes là. Je suis ici depuis 6 heures du matin
à essayer de comprendre le compte des industries Moreau. Leur directrice des achats est furieuse. Elle menace d'annuler notre contrat si nous ne résolvons pas un problème d'expédition avant midi. Elle appelle toutes les demi-heures. Elle dit que nous allons leur coûter des millions en arrêt de production. Industries Moreau, notre plus gros client, notre contrat le plus complexe. Ils commandaient des composants de machines lourdes pour une valeur de 700 000 € par an. Une seule erreur pouvait coûter des centaines de milliers d'euros en pénalités contractuelles. Je gérais leur compte personnellement depuis 4 ans. Je connaissais chaque détail, chaque préférence, chaque particularité de leur directrice des achats. Quel est le problème spécifique? Ai-je demandé, soupçonnant déjà la réponse. Quelque chose à propos de supports en titane en retard de notre fournisseur à Lille, mais je n'arrive pas à savoir de quel fournisseur il s'agit. J'ai 15 fournisseurs différents à Lille dans nos systèmes. Leurs emails sont confus, pleins de codes que je ne comprends pas. Et pire encore, le système de suivi montre 3 expéditions différentes, toutes avec des codes similaires. J'ai regardé l'écran de Théo. C'était le chaos. Il avait l'email de Moreau ouvert, furieux et plein de termes techniques. Il regardait aussi des contrats de fournisseurs, qui n'avaient rien à voir avec des supports en titane. Il cherchait au mauvais endroit, dans le mauvais système, avec les mauvais paramètres. Il se noyait dans un verre d'eau parce que personne ne lui avait appris à nager. Théo, ai-je dit avec précaution, en choisissant mes mots. Gérard vous a-t-il transmis les informations sur le compte Moreau, les protocoles spécifiques, les contacts d'urgence, l'historique des problèmes? Il a dit que vous vous occuperiez de la transition. Il a fait une pause, l'air embarrassé, mais ensuite, il a mentionné votre situation. Il a dit que vous partiez par caprice, que je devais régler ça tout seul pour montrer de l'initiative. Prouver que je méritais le poste, ma situation. Caprice. C'était ainsi qu'il dépeignait mon départ, réécrivant le récit pour protéger l'ego de Gérard et justifier la promotion imméritée de Théo. Mais en regardant le jeune homme, en sueur froide à 7h30 du matin, je n'ai vu que quelqu'un jeté dans une situation impossible. J'ai passé les 3 heures suivantes à expliquer à Théo la relation avec Moreau. C'était comme donner un cours intensif de 5 ans en quelques minutes. J'ai expliqué comment fonctionnaient leurs exigences de livraison en flux tendu, 0 tolérance pour les retards. Je lui ai montré le réseau de fournisseurs de secours que j'avais construit en 4 ans. Fournisseur principal, secondaire, d'urgence. Toujours 3 niveaux de sécurité. Je l'ai aidé à comprendre pourquoi un simple retard d'expédition pouvait se transformer en une annulation de contrat. Clause pénale, amende progressive, droit de résiliation immédiate après 3 manquements. C'est incroyablement complexe, a dit Théo quand nous avons finalement résolu la crise. Il était presque 11 heures. Nous avions mobilisé 2 fournisseurs de secours, affrété un transport express et promis une réduction de 5% en guise d'excuse. Comment parvenez-vous à suivre toutes ces pièces mobiles? Tous ces détails, est-ce humainement possible? L'expérience, ai-je dit. 5 ans à apprendre chaque détail. Et une bonne documentation. Une documentation que je créais pendant mon temps libre parce que l'entreprise n'avait jamais investi dans un système adéquat. Pourriez-vous me montrer votre système de documentation, s'il vous plaît? Sa voix était presque suppliante. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Gérard n'avait pas seulement promu Théo sans préparation. Il l'avait promu sans comprendre ce que le travail exigeait réellement. Sans savoir qu'il était impossible d'apprendre en quelques semaines ce qu'il fallait des années pour maîtriser. Théo n'était pas incompétent. Il était inexpérimenté. Mais il était complètement non préparé à l'ampleur des opérations régionales. Et Gérard, dans son arrogance, pensait que le nom de famille et le diplôme compenseraient 5 ans de connaissances accumulées. J'ai passé ma pause déjeuner à passer des appels. Je n'ai rien mangé. J'ai juste pris un café noir à mon bureau. J'ai contacté des personnes avec qui j'avais noué des relations au fil des ans. Les nouvelles vont vite dans la logistique industrielle. Un changement comme celui-ci, c'était comme du sang dans l'eau pour les requins. Les gens entendaient déjà parler des changements chez Corbeau Noir. Certains s'inquiétaient de la continuité, d'autres étaient curieux de nouvelles opportunités. Quelques-uns sentèrent le sang. Antoine, a dit Jeannette Moreau, la directrice des achats, qui avait failli annuler le contrat ce matin-là. Sa voix était tendue, méfiante. J'ai entendu des rumeurs inquiétantes sur des changements dans la direction. Des rumeurs de népotisme. S'il vous plaît, dites-moi que vous allez toujours vous occuper de notre compte. Au moins, dites-moi que vous serez impliqué dans la transition. Pour les 2 prochaines semaines, oui, je forme mon remplaçant.
Après cela, Théo Perrin sera votre contact principal. » Le silence au bout du fil était assourdissant. Je pouvais entendre sa respiration, le bruit de fond de son bureau. Perrin comme dans Gérard Perrin. Son neveu? Vous vous moquez de moi, Antoine. S'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Oui, son neveu. Mon Dieu. Ce gamin m'a appelé ce matin en posant des questions qui n'avaient aucun sens. Il a demandé si nous voulions du titane ou de l'acier. Du titane ou de l'acier. Comme s'ils étaient interchangeables. Je pensais qu'il était le nouveau stagiaire, pas qu'il vous remplaçait à la direction. Il est impatient d'apprendre, ai-je tenté, sans grande conviction. Je n'ai ni le temps ni la patience de former la direction de Corbeau Noir. Sa voix a monté d'une octave. Nous avons des calendriers de production à respecter. Des millions en jeu. Si votre entreprise ne peut pas fournir un service compétent, nous trouverons quelqu'un qui le peut. Hey Antoine? Oui? Où serez-vous dans 2 semaines, Tom? Je suis encore en train de décider. Mais soyez assurés que ce ne sera pas loin. Elle a compris le message implicite. Tenez-moi au courant quand vous saurez. Nous avons des contrats à revoir au prochain trimestre. Ce serait dommage de devoir chercher de nouveaux fournisseurs après 4 ans d'un excellent partenariat. Cette conversation s'est répétée 4 fois avec 4 grands clients différents. Chacun plus incrédule que le précédent. Chacun remettant en question la santé mentale de la décision. Chacun demandant où je serais. À la fin de la journée, j'avais une image très claire de ce qui se passerait après mon départ. Théo aurait des difficultés monumentales. Les clients seraient frustrés par des erreurs de base. Gérard paniquerait et essaierait de micro-gérer des opérations qu'il ne comprenait pas. Il aggraverait probablement tout. Toute la division régionale commencerait à perdre des clients en 6 mois, peut-être moins. Mais ce n'était plus mon problème. Aussi, une partie de moi, celle qui avait passé 5 ans à construire quelque chose, souffrait à l'idée de la destruction imminente. Le mardi matin, Gérard m'a appelé dans son bureau. Des coups urgents à la porte de ma salle. Antoine, maintenant. Le ton n'admettait aucune discussion. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Des cernes profonds, une barbe naissante, la cravate de travers. Il avait des papiers éparpillés sur tout son bureau. Du café renversé tachant certains contrats. Antoine, asseyez-vous. J'ai réfléchi à notre conversation de vendredi. J'ai mûri la chose. Peut-être avons-nous été précipités, agi sous le coup de l'émotion. Je me suis assis, attendant. Je connaissais cette danse. Le retour en arrière quand la réalité frappe. Peut-être qu'il y a de la place pour vous et Théo dans la direction. Une structure différente. Vous pourriez être directeur associé, vous occupant de la partie opérationnelle. Théo comme titulaire, axé sur la planification stratégique, la vision d'avenir. Vous seriez une équipe. Directeur associé. Un titre inventé sur le moment. Le même travail, le même salaire, mais en faisant semblant que Théo était mon patron. Devoir demander l'autorisation pour des décisions que j'avais prises seul pendant 5 ans. C'est généreux, ai-je dit, en gardant un visage neutre. Mais je maintiens ma décision initiale. J'ai déjà donné ma parole. Le visage de Gérard est passé de conciliant à furieux en quelques secondes. Le rouge lui est monté du cou comme un thermomètre. Vous allez le regretter, Antoine. Je vous le promets. Vous commettez un suicide professionnel. Personne n'embauche un directeur de 44 ans. Le marché appartient aux jeunes. Peut-être. Mais au moins ce sera mon choix. Il s'est levé, pointant son doigt vers moi. Quand vous serez au chômage, à vous souvenir du bon vieux temps ici, ne venez pas ramper. Cette porte se ferme quand vous partez. Compris, monsieur. Je suis retourné à mon bureau en pensant à ces paroles. Suicide professionnel. C'en était peut-être un, mais continuer ici, à être rabaissé quotidiennement, à regarder quelqu'un de non qualifié, prendre ce que j'avais construit, n'était-ce pas un suicide de l'âme? Mercredi, tout a changé. Je me suis réveillé avec 3 messages sur LinkedIn, 2 emails et un appel manqué. L'industrie avait entendu parler de mon départ. Et contrairement à ce que Gérard avait prédit, il ne me voyait pas comme problématique. Il me voyait comme disponible. Une rareté sur le marché. Mon premier entretien a eu lieu jeudi matin avec Silverlinks Energy, un distributeur d'équipements d'énergie renouvelable basé près de Lyon. Une entreprise en pleine ascension, chiffre d'affaires triplé au cours des 2 dernières années. Leur directeur régional, David Fournier, essayait de me débaucher depuis 2 ans. Nous déjeunions toujours ensemble lors des salons professionnels et la question revenait toujours. Quand quitterez-vous Corbeau Noir? Leur bureau était moderne, verre et plantes, panneaux solaires sur le toit. Tout ce que Corbeau Noir n'était pas. David m'a accueilli personnellement à la réception. Antoine, enfin, quand j'ai su que vous étiez disponible,
J'ai annulé 2 réunions pour vous recevoir aujourd'hui. Sa poignée de main était ferme, mais pas compétitive. Un sourire sincère. Nous nous sommes assis dans une salle avec vue sur la ville. Un vrai expresso passait aux salles de Corbeau Noir. Je vais être direct, Antoine. Je vous veux ici. Directeur régional des opérations, rattaché directement à moi. Autonomie totale sur vos décisions. Le salaire, 30% de plus que ce que vous gagnez actuellement. Il savait combien je gagnais. C'est une petite industrie. Tout le monde sait combien tout le monde gagne. Bonus sur la performance. Voiture de fonction. Mutuelle haut de gamme. Des stock options après 1 an. Nous prévoyons une introduction en bourse en 2027. Ça semble intéressant. Mais parlez-moi davantage de la vision de l'entreprise. Il s'est animé, les yeux brillants. Nous essayons d'entrer sur le marché des composants de machines lourdes. C'est un marché dominé par des dinosaures comme Corbeau Noir. Des entreprises coincées au siècle dernier. Nous voulons moderniser, numériser, créer une véritable efficacité. Vos relations avec les industries Moreau, la manufacture de la plaine et les équipements du Sud seraient cruciales. Je ne vais pas mentir. Votre réseau fait partie de la valeur que vous apportez. Au moins, il était honnête. Je devrais donner un préavis de 2 semaines à Corbeau Noir. Je respecte mes engagements. Bien sûr, c'est l'une des choses que j'admire chez vous. Un vrai professionnalisme. Pas seulement des paroles en l'air. Mais Antoine, pour être honnête, je soupçonne qu'ils vous libéreront dès qu'ils sauront que vous venez chez nous. David avait raison. Le vendredi après-midi, Gérard m'a de nouveau appelé. Cette fois, Théo était présent, assis dans un coin comme un élève chez le proviseur. Le jeune homme semblait avoir perdu 5 kilos en 1 semaine. Apparemment, la nouvelle de mon entretien leur était parvenue. Les murs ont des oreilles à Paris. J'ai entendu dire que vous passez des entretiens avec la concurrence. La voix de Gérard était froide. J'explore des opportunités. C'est mon droit. Pendant que vous êtes encore notre employé, pendant que vous avez accès à des informations sensibles, en formant Théo, c'est un conflit d'intérêts, de l'espionnage industriel. Je respecte mon préavis, je forme mon remplaçant. Exactement comme je l'ai. Promis. Je n'ai partagé aucune information confidentielle avec qui que ce soit. Vos relations avec les clients sont la propriété de l'entreprise. Des contrats que vous avez signés en tant que représentant de Corbeau Noir. Mes relations avec les clients sont professionnelles, construites sur ma réputation personnelle. Les contrats appartiennent à l'entreprise, les relations sont personnelles. Le visage de Gérard était maintenant rouge-pourpre. Maintenant, ses clients appartiennent à Corbeau Noir Capital. Si vous essayez de les voler, nous vous poursuivrons pour tout ce que vous avez. Votre appartement, votre voiture, même la pension de votre fille. Je vais vous détruire, Antoine. Théo a parlé depuis son coin, la voix faible. Oncle Gérard, peut-être que nous devrions considérer... Tais-toi, Théo. C'est une conversation d'adulte. Le jeune homme s'est recroquevillé sur sa chaise. Pendant un instant, j'ai eu une pitié sincère pour lui. Gérard n'a pas quitté les yeux de moi. Antoine, vous allez sortir par cette porte aujourd'hui, maintenant. La sécurité vous accompagnera pour vider votre bureau. Vous n'aurez plus accès au système, ni au bâtiment. Et si vous essayez de voler nos clients, je veillerai à ce que vous ne travailliez plus jamais dans cette industrie. J'ai des relations, des amis, des gens qui me doivent des faveurs. Je me suis levé lentement, curieusement calme. Gérard, je vous ai donné 5 ans de ma vie, des évaluations parfaites, des semaines de 60 heures sans heures supplémentaires payées. J'ai formé votre neveu tout en sachant qu'il prendrait ma place. Je n'ai été rien de moins que professionnel tout au long de ce processus. Et maintenant, vous me traitez comme un criminel. Vous êtes un traître, après tout ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai sorti du chômage à 39 ans. Je vous ai donné une chance quand personne d'autre ne le ferait. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Je suis allé jusqu'à la porte et je me suis retourné. Théo, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler. Mon portable est le même. Malgré ce que pense votre oncle, je veux que vous réussissiez. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes dans cette situation. Théo a hoché la tête avec gratitude, les yeux humides. Gérard a explosé. Sortez. Maintenant. Sécurité. 2 agents de sécurité m'ont accompagné jusqu'à mon bureau. Georges et Émile, que je saluais tous les jours depuis 5 ans. Ils semblaient embarrassés. Désolé, monsieur Antoine. Les ordres sont les ordres, a dit Georges. Pas de problème, les gars. Vous faites votre travail. J'ai mis mes quelques affaires personnelles dans un carton. Une photo avec Sophie. Un pot à crayon qu'elle m'avait offert pour la fête des pères.
Un cactus que Marine de la comptabilité m'avait donné pour mon premier anniversaire dans l'entreprise. Le cactus avait survécu 5 ans. Ironique. En sortant, je suis passé devant mes collègues. Certains ont détourné le regard, craignant d'être associés. D'autres ont fait un signe de tête discret, solidaire. Marine m'a rapidement serré dans ses bras en chuchotant « Tu as fait ce qu'il fallait ». Je suis sorti de Corbeau Noir Capital pour la dernière fois un vendredi ensoleillé. Pas de pot de départ, pas de poignée de main cérémonieuse, pas de discours de remerciement. Escorté comme un criminel après 5 ans de service exemplaire. Et vous savez quoi? Je me sentais libre. Vraiment libre pour la première fois depuis des années. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et j'avais un deuxième entretien chez Silverlinks le lundi. La vie continue, et parfois, elle s'améliore quand on a le courage de tourner la page. Lundi, je suis arrivé chez Silverlinks pour le deuxième entretien. David m'a accueilli avec un large sourire. J'ai appris que Gérard vous avait libéré plus tôt, de manière dramatique, d'après ce que j'ai entendu. Avec des agents de sécurité et tout. Les nouvelles vont vite. Il doit être en panique maintenant. 3 clients ont déjà appelé pour s'informer de la transition. Jeannette Moreau est particulièrement inquiète. Vous lui avez parlé? Elle m'a appelé samedi, sur mon portable personnel. Elle voulait connaître mes projets. David s'est penché en avant. Et qu'avez-vous dit? Que j'envisageais quelques options, que je prendrais une décision cette semaine. Parfait. Alors, rendons votre décision facile. En plus du package dont nous avons discuté, de quoi d'autre avez-vous besoin? Une réelle autonomie. Je ne veux pas avoir à demander la permission pour des décisions opérationnelles. Embauche, fournisseur, processus. Si je dois construire quelque chose ici, j'ai besoin de liberté. Marché conclu. Quoi d'autre? Je veux faire venir 2 personnes de mon ancienne équipe. Si elles veulent venir, bien sûr. Marine Sakamoto de la comptabilité et Robert Dias du support opérationnel. Des gens bien, compétents, loyaux. Si vous vous portez garant pour eux, ça me suffit. Quoi d'autre? Une chose personnelle. J'ai besoin de flexibilité un jeudi et un vendredi sur 2. Ma fille me rend visite ces jours-là. La famille d'abord, toujours. C'est l'une de nos politiques. D'ailleurs, nous avons un vrai congé parental ici. Pas ces 5 jours ridicules que la loi exige. Nous nous sommes serrés la main. Je commencerai dans 2 semaines. Assez de temps pour me reposer, réorganiser ma vie et regarder de loin le cirque prendre feu chez Corbeau Noir. Et il a pris feu rapidement. Mardi, Théo m'a appelé. Il était 22 heures. « Antoine, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Sa voix était désespérée. « Théo, calmez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? » Moreau annule le contrat. Jeannette a dit qu'elle n'a plus confiance en Corbeau Noir, que sans vous, il n'y a aucune garantie de qualité. Oncle Gérard est furieux, il crie sur tout le monde. Il me reproche de ne pas avoir conservé le compte. Respirez. Vous avez le manuel que j'ai créé? Je l'ai, mais je n'arrive pas à comprendre la moitié des choses. Il y a trop de codes, trop de références croisées. Antoine, je ne suis pas prêt pour ça. Je sais que je ne le suis pas. Je sais que vous le savez aussi. J'ai passé 2 heures au téléphone avec lui, expliquant les processus, calmant la panique. Non pas parce que je devais quelque chose à Gérard, mais parce que Théo était une victime autant que je l'avais été. À la fin, j'ai suggéré « Théo, soyez honnête avec votre oncle. Dites-lui que vous avez besoin de 6 mois de formation réelle avant de prendre les rênes. Faites venir quelqu'un d'expérimenté temporairement. Il n'acceptera jamais ça. Ce serait admettre qu'il a eu tort, qu'il a promu quelqu'un de non qualifié, que le népotisme a échoué. Alors vous avez 2 options. Couler avec le navire ou sauter pendant que vous le pouvez encore. » Un long silence. Puis, « Merci Antoine, pour tout, et de ne pas me détester non plus. Vous êtes un bon garçon, Théo, vous méritez une vraie chance d'apprendre et de grandir, pas d'être jeté au lion pour satisfaire l'ego de votre oncle. Je vais réfléchir à ce que vous avez dit. Bonne chance. Et Théo, si vous avez besoin d'une référence pour un autre poste, vous pouvez compter sur moi. » Son silence en disait long. La vengeance est arrivée 6 mois plus tard, mais pas de la manière que j'attendais ou que j'avais planifié. Je m'épanouissais chez Silverlinks. J'avais fait venir Marine et Robert avec moi. Nous avions construit une équipe solide. 3 de mes anciens clients nous avaient rejoints, y compris Moreau. Jeannette a tenu à organiser un événement pour annoncer le nouveau partenariat. Mon salaire était 30% plus élevé, mais ma qualité de vie s'était améliorée de 200%. J'arrivais à la maison pour dîner. J'assistais au match de Sophie à l'école. Je dormais 8 heures par nuit.
David m'a appelé dans son bureau un après-midi de septembre. Il tenait une tablette à la main, souriant comme un chat qui a mangé la souris. « Vous devez voir ça », a-t-il dit en me montrant l'écran. Le titre d'un grand journal économique, la division régionale de Corbeau Noir Capital s'effondre. Le népotisme et la mauvaise gestion entraînent une perte de 60% du chiffre d'affaires. L'article était dévastateur. Il détaillait comment Corbeau Noir avait perdu 4 gros comptes en 5 mois. Pas seulement Moreau, mais aussi la manufacture, de la Plaine, équipement du Sud et logistique intégrée. Les revenus dans la région avaient chuté. La direction avait lancé une enquête sur les pratiques de gestion. Ils ont découvert des emails où Gérard admettait avoir promu son neveu sans les qualifications adéquates. « Gérard Perrin a été licencié la semaine dernière », a dit David. « Apparemment, il a essayé de vous rejeter la faute. Il a dit que vous aviez saboté la transition. La direction n'y a pas cru, surtout après que 3 managers ont confirmé que vous aviez tenté de faire une transition professionnelle et que vous aviez été escorté hors du bâtiment. Marine avait témoigné, Robert aussi. Même Paul, l'ancien stagiaire, avait confirmé ma conduite professionnelle. J'ai lu la suite. Théo avait démissionné après 3 mois de lutte. Il était retourné en master, cette fois en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Au moins, il avait appris quelque chose de l'expérience. Selon l'article, Gérard faisait face à un procès des industries Moreau pour rupture de contrat. Un retard dans la chaîne avait provoqué un arrêt de production qui avait coûté 1,7 million. Sans moi pour résoudre la crise, sans réseau de fournisseurs de secours, le système s'était effondré. Il y a plus, a continué David. 3 de leurs clients restants ont pris contact. Ils veulent savoir si vous pouvez vous occuper d'eux. Ils ont dit que Corbeau Noir est devenu un chaos. Personne ne sait rien, les processus sont perdus, les contrats sont en désordre. C'est tentant de tous les prendre, mais nous devons être sélectifs. Je ne veux pas grandir trop vite et perdre en qualité. D'accord, peut-être 2 des 3, ceux qui correspondent. Le mieux à notre profil. David a posé la tablette. La roue tourne, hein? Gérard a passé 5 ans à vous sous-estimer. Maintenant, il est au chômage, poursuivi en justice et grillé sur le marché. Pendant que vous êtes ici, à construire quelque chose de mieux. Je ne ressens aucun plaisir à cela. Bon, peut-être un peu. Gérard a provoqué sa propre chute. Mais je suis désolé pour Théo, pour les employés qui sont restés. Ils embauchent chez la concurrence. Ils offrent 50% de plus que le marché pour attirer des personnes expérimentées. C'est trop tard. Mais au moins ils essayent. J'espère qu'ils se rétabliront. L'industrie a besoin d'une saine concurrence. 1 an plus tard, je traversais une ville près de Paris pour affaires quand je me suis arrêté pour déjeuner dans un bistrot près de l'aéroport. Un endroit simple, une cuisine honnête. J'ai vu une silhouette familière à une table dans le coin. Théo Perrin était assis seul dans une banquette, lisant un manuel. Plus mince, de nouvelles lunettes, une barbe bien taillée. Il semblait plus mature. Le livre portait sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement industriel, plein de post-it et d'annotations. Il a levé les yeux quand je me suis approché. La reconnaissance immédiate, puis un sourire sincère. « Antoine, quelle coïncidence. Ou peut-être pas. Le monde de la logistique industrielle à Paris est petit. Ça vous dérange si je m'assois? S'il vous plaît. J'allais déjeuner seul de toute façon. Vous étudiez le week-end. » Il a ri un peu gêné. « Eh oui. J'ai découvert que j'aime vraiment ça quand j'étudie pour de vrai, pas seulement quand on me jette au milieu sans préparation. Je suis en programme de master à la Sorbonne, spécialisé en chaîne d'approvisionnement. Les professeurs sont incroyables. Vous avez donc repris les études. Sage décision. J'ai décidé que je devais apprendre pour de vrai ce que j'étais censé faire avant. Vous savez, les fondamentaux. J'ai appris qu'il n'y a pas de raccourci pour l'expérience. Un diplôme aide, mais ne remplace pas la connaissance pratique. Comment va votre oncle? Son visage est devenu sérieux. C'est compliqué. Il me reproche encore en partie ce qui s'est passé. Il dit que vous m'avez empoisonné contre lui, que vous avez saboté l'entreprise à distance, que vous avez conspiré avec les clients. Théo, vous savez que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je sais. Tout le monde le sait. Il n'arrive juste pas à accepter qu'il a eu tort, que le népotisme a des conséquences, que la compétence compte plus que le sang. Il vit chez ses parents maintenant. Il essaie de lancer quelques affaires, mais sa réputation est entachée. Personne ne veut faire affaire avec lui. C'est triste, en fait. C'était un homme puissant qui a tout perdu par arrogance. Nous avons bu nos cafés en silence un moment. Je voulais vous remercier, a dit Théo soudainement. Vous auriez pu me saboter complètement, me laisser me noyer sans aucune aide.
Ça aurait été juste compte tenu de tout. Mais vous avez essayé de m'aider même après tout. Vous n'étiez pas coupable de la situation. Vous étiez autant une victime que moi des ambitions de votre oncle. Ça n'avait aucun sens de vous punir pour ça. Je ne sais pas si j'aurais eu la même grandeur d'âme, maturité, décence. Peu importe comment on l'appelle, vous l'auriez eu. Quand la colère passe, on voit que la vengeance en vaut rarement la peine. Le mieux est d'aller de l'avant et de construire quelque chose de mieux. Et vous avez construit quelque chose. J'ai entendu parler de Silverlinks, croissance de 40% cette année. Vous avez repris plusieurs comptes de corbeaux noirs. Ils sont venus à nous. Ils préfèrent travailler avec des gens connus, fiables. Nous n'avons rien forcé. Vous méritez ce succès. Vous avez travaillé dur pour l'obtenir. Et vous obtiendrez le vôtre aussi. De la bonne manière, cette fois. Il a hoché la tête. D'ailleurs, j'ai trouvé un stage chez Logistique Moderne. 3 jours par semaine pendant mes études. Je commence en bas de l'échelle. J'apprends tout. Mon superviseur ne sait même pas qui est mon oncle. Je préfère que ce soit ainsi. Excellente entreprise. Je connais leur directeur des opérations. Vous voulez que je l'appelle pour vous présenter correctement? Pas comme le neveu de quelqu'un, mais comme un étudiant dévoué que je connais. Théo semblait ému. Vous feriez ça? Après tout le monde mérite une seconde chance quand on est prêt à faire les choses bien. Vous faites de vrais efforts maintenant. Vous méritez d'être reconnu pour ça. J'ai payé nos déjeuners. Nous nous sommes serrés la main, cette fois comme des égaux. Pas comme un chef et un subordonné forcé. Avant de partir, Théo a dit « Antoine, une dernière chose. Que me diriez-vous pour ne pas commettre les erreurs du passé? N'acceptez jamais ce que vous n'avez pas mérité. Le poids vous écrasera. Et toujours, valorisez ceux qui vous aident à grandir. Ce sont ces personnes qui font la différence entre le succès et l'échec. » Il a hoché la tête, absorbant. Je m'en souviendrai, c'est promis. 6 mois plus tard, j'ai croisé Gérard Perrin dans un centre commercial. Il était seul, plus mince, les cheveux complètement gris. Il m'a vu, a hésité, puis s'est approché. Antoine. Sa voix était différente, sans l'arrogance, sans le ton de commandement. Gérard, comment allez-vous? Il a ri amèrement. Vous savez comment je vais? Tout le monde le sait. Toute l'industrie le sait. J'ai tout perdu. L'entreprise, la réputation, l'argent. Même ma famille est distante. Vous rejette-t-il la faute? Je rejette la faute sur tout le monde. Sur vous, sur Théo, sur la direction, sur le marché. Mais au fond, il a fait une pause. Au fond, je sais que c'est de ma faute. J'ai été arrogant, népotiste, aveugle. J'ai cru que je pouvais tout manipuler et tout le monde. Que le mérite était moins important que les relations. C'était difficile de voir quelqu'un d'aussi brisé. Malgré tout, je ne ressentais aucun plaisir dans sa chute. Je suis sincèrement désolé que les choses en soient arrivées là, Gérard. Vous êtes désolé? Après ce que j'ai fait, je vous ai humilié, je vous ai doublé, je vous ai traité comme un déchet à la fin. Pourquoi ressentiriez-vous autre chose que de la satisfaction? Parce que garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. C'est du passé. Je vais bien? Vous faites face aux conséquences de vos choix. Il n'y a rien à gagner à célébrer votre chute. Il m'a étudié un long moment. Vous avez changé. Ou peut-être que je ne vous ai jamais vraiment vu. Je vous ai toujours vu comme un outil, quelqu'un à utiliser. Et maintenant, je vois que vous étiez le meilleur employé que j'ai jamais eu. Et je vous ai jeté pour de l'orgueil et du népotisme. Théo m'a raconté comment vous l'avez aidé. Même après tout. Il s'en sort bien maintenant. Il fait les choses correctement. Je sais. Nous sommes distants, mais je suis ses progrès. Il sera meilleur que nous deux. Il a appris de nos erreurs. Si vous avez besoin de quelque chose, Gérard, il a levé la main. Non, merci, mais non. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Certaines leçons doivent être apprises complètement. Je trouverai mon chemin. Ou pas. Mais ce sera mon chemin. Nous nous sommes dit au revoir. C'était la dernière fois que je l'ai vu. 2 ans après ma démission, j'étais dans mon bureau chez Silverlinks quand Marine est entrée. Elle était maintenant ma directrice du contrôle de gestion. Robert était directeur adjoint des opérations. Nous avions bâti une équipe de rêve. Tu as vu? Elle a montré son téléphone. LinkedIn, Théo Perrin promu coordinateur de la chaîne d'approvisionnement chez Logistique Moderne. Mérité, après avoir commencé comme stagiaire. J'ai souri. Le gamin avait appris. À la dure, mais il avait appris. Mérite personnel, travail acharné, croissance progressive. Pas de raccourci, pas de népotisme. Sophie m'a appelé cet après-midi-là. Maintenant âgée de 18 ans, en école d'ingénieur. Papa, tu te souviens de la fois où tu as démissionné? Quand j'avais 16 ans,
Comment pourrais-je l'oublier? Ça a changé nos vies. Je ne te l'ai jamais dit, mais ça m'a inspiré. Te voir te défendre, choisir la dignité plutôt que la stabilité. Ça m'a appris qu'on n'a pas à accepter l'injustice, qu'il y a toujours un autre chemin, même s'il est plus difficile. Tu fais face à quelque chose comme ça? Pas exactement, mais j'ai dû prendre une décision difficile à l'école, à propos d'un projet de groupe où ils voulaient que je fasse tout le travail et que je partage le mérite. Je me suis souvenu de toi. J'ai dit non. J'ai fait mon propre projet. Et comment ça s'est passé? J'ai eu la meilleure note. Les autres ont eu la moyenne. Le professeur a remarqué la différence de qualité. Parfois, défendre ce qui est juste, ça paie. C'est ma fille. Fier de toi. J'ai appris du meilleur. D'ailleurs, on dîne demain. Il y a un nouveau restaurant que je veux essayer. C'est moi qui invite cette fois. Tu peux compter dessus. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étendait jusqu'à l'horizon, pleine d'opportunités et de pièges, de succès et d'échecs. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce jour dans la salle de conférence de Corbeau Noir. La décision de partir avait été un tournant, pas seulement professionnellement, mais personnellement. Elle m'avait appris ma propre valeur. Elle m'avait montré que le courage, c'est parfois simplement de dire non, que la dignité vaut plus que la stabilité, que le vrai succès vient de la construction de quelque chose avec intégrité, pas de l'acceptation de miettes avec une gratitude forcée. Mon portable a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai ouvert, curieux. Antoine, c'est Jean-Philippe de Logistique Méridionale. J'ai entendu dire que vous avez fait des merveilles chez Silverlinks. Nous avons une proposition qui pourrait vous intéresser. Vice-présidence des Campo du Wapadu Sei, ici Toraisei. Opération pour l'Europe du Sud. Pouvons-nous en parler? J'ai souri. La roue tournait vraiment. D'employé jetable à cadre dirigeant courtisé, de quelqu'un qui baisserait la tête à quelqu'un qui choisissait sa propre voie. J'ai répondu « Je vous remercie de votre intérêt. Organisons une conversation. Mais je vous préviens que je suis très heureux là où je suis. Il faudrait quelque chose de vraiment spécial pour me faire envisager un changement. » La réponse est venue rapidement. C'est exactement cette attitude qui nous intéresse, les gens qui connaissent leurs valeurs. Parlons-en. J'ai rangé mon portable et je suis retourné au travail. J'avais une réunion avec l'équipe dans une demi-heure. Nous allions discuter de l'expansion vers le nord. Nouveaux défis, nouvelles opportunités. Marine avait préparé les analyses. Robert avait cartographié la logistique. L'équipe que j'avais construite, basée sur la compétence et la confiance, pas sur les noms de famille ou les relations. En me préparant pour la réunion, j'ai pensé une dernière fois à Gérard et à Corbeau Noir. Pas avec colère ou satisfaction, mais avec une étrange gratitude. S'ils ne m'avaient pas trahi, je serais encore là-bas, prisonnier de promesses vides, attendant une reconnaissance qui ne viendrait jamais, travaillant les week-ends pour construire le succès des autres. Son injustice m'a libéré. Elle m'a forcé à reconnaître ma valeur. Elle m'a poussé vers quelque chose de mieux. Parfois, les pires choses qui nous arrivent sont en fait des libérations déguisées. Parfois, la personne qui vous fait le plus de mal finit par être celle qui vous aide le plus, sans le vouloir, parce qu'elle vous force à cesser d'accepter moins que ce que vous méritez. Elle vous oblige à vous battre pour quelque chose de mieux. Elle vous apprend que la dignité vaut plus que la sécurité, que le respect de soi l'emporte sur la stabilité, qu'il vaut mieux construire quelque chose de nouveau que de mendier les miettes de l'ancien. La réunion a commencé. J'ai regardé mon équipe. Des gens que j'avais choisis, qui avaient cru en moi, avec qui nous avions construit ensemble quelque chose dont nous étions fiers. Sans népotisme, sans jeu politique, sans promesses vides. Juste du travail acharné, de la compétence et du respect mutuel. Nous allons construire quelque chose d'incroyable dans le Nord, ai-je dit. Quelque chose qui sera une référence sur le marché. Marine a souri, Robert a hoché la tête. L'équipe s'est penchée en avant, engagée. C'est comme ça que ça devait être. Des gens motivés par un but, pas par la peur. Dirigés par l'exemple, pas par l'intimidation. Valorisés pour leur mérite, pas pour leur parenté. Pendant qu'ils présentaient les analyses, mon téléphone a vibré discrètement. Un message de Théo. « Antoine, j'ai réussi. Ils m'ont promu manager par mon propre mérite. Merci de m'avoir montré le bon chemin. » J'ai souri discrètement et j'ai rangé le téléphone. La roue tourne, parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Mais à la fin, chacun récolte ce qu'il sème. Gérard a semé l'arrogance et a récolté la ruine. Théo a semé l'humilité et l'effort, il récolte la croissance. Et moi, j'ai semé le courage ce jour où j'ai dit non à l'injustice et j'ai récolté une vie dont je suis fier.
Une carrière construite avec intégrité. Le respect de ma fille, l'admiration de mes pères, la paix de dormir sans regret. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre, de construire quelque chose de mieux, de prouver non pas avec des mots mais avec des actions que vous avez toujours valu plus que ce qu'on vous a donné. Et en fin de compte, c'est ce qui compte. Pas la chute des autres, mais votre propre ascension. Pas la validation externe, mais la certitude interne que vous avez fait ce qu'il fallait. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous vous regardez dans le miroir, la seule approbation qui compte vraiment est la vôtre. La réunion a continué. Des plans se dessinaient, des stratégies se définissaient, l'avenir se construisait. Dehors, Paris pulsait de son énergie chaotique habituelle. Et j'étais exactement là où je devais être. Pas par hasard ou népotisme, mais par choix et par mérite. La vie n'est pas toujours juste, mais parfois, juste parfois, la justice prévaut. Il suffit de quelqu'un avec le courage de l'exiger.